Le grand témoin, Laurent Listrac. Le grand témoin ce matin, Alain Cotta, le professeur Alain Cotta, agrégé des facultés de droit et de sciences économiques, professeur HEC à Dauphine. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, votre livre, Le règne des oligarchies, il paraît chez Plomb. Ça donne l'impression, au fond, qu'il y a, comme vous l'affirmez d'ailleurs, 1% de l'humanité qui en contrôle 99 autres. On peut être un petit peu plus précis là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'une oligarchie ? Une oligarchie, c'est un ensemble d'individus, de nature d'ailleurs, je vais y revenir, différente, mais qui, en fait, prend l'ensemble des décisions importantes concernant une communauté, en l'occurrence les communautés nationales. Et on constate que partout dans le monde, je veux dire toutes les nations, sont effectivement gouvernées par un petit nombre d'individus qui, hors cas exceptionnel, prennent effectivement toutes les décisions qui nous concernent. Alors ça prend des formes très différentes parce que les pays ne se ressemblent pas. Ça prend effectivement des formes très différentes. Au fond, ce qu'il y a d'important, le nom même résume oligo quelques-uns, archi le pouvoir. Mais ces quelques-uns sont différents, mais ils sont, ils appartiennent à peu près partout à 4 types ou catégories d'individus. Il y a d'une part les dirigeants des grandes entreprises de production ou financières, il y a les hommes politiques, il y a les militaires, et il y a désormais une catégorie assez nouvelle, et qui est née de la mondialisation en tant que telle, et qui m'intéresse particulièrement, ou qui va m'intéresser particulièrement, qu'on appelle les oligo-riches, c'est-à-dire des gens dont les fortunes sont absolument considérables et qui donc, du fait de l'argent qu'ils possèdent, peuvent exercer un pouvoir sur chacune des 3 autres catégories. Voilà. Des personnes qui ont en quelque sorte des fonds souverains à eux, quoi, des particuliers qui auraient des fonds souverains. Oui, mais il y a toujours eu des particuliers, il y a toujours eu les fameux riches, et puis ensuite il y a eu les très riches. Puis à une époque, on disait les plutocrates, hein, c'est voilà, cette expression-là. Voilà, puis les très très riches, et puis avec la mondialisation financière, apparaît à l'heure actuelle des oligarchies, c'est-à-dire des gens qui ont par exemple des fortunes. Le plus riche semble être mexicain, supposé qu'on le sache, et qui s'appelle Carlos Slim. Ça a 50 milliards de dollars, donc ça a des fortunes très supérieures à la plupart des produits nationaux d'un très grand nombre de nations, et donc des capacités d'action du fait simplement de leur argent qui sont considérables. Ça c'est nouveau. Le coup d'accélérateur qui commence quand ? Le coup d'accélérateur commence à ce qu'on a appelé d'une part la mondialisation, mais j'y ajouterai financière, c'est-à-dire une dizaine d'années. J'ai essayé de marquer justement pour l'Amérique au passage d'une certaine démocratie, je dis bien une certaine parce qu'elles sont toujours d'intensité variable, à une véritable oligarchie, et il n'y a pas de doute, ça commence après la Seconde Guerre mondiale. Les militaires ont gagné la guerre, ils ont une hégémonie américaine, ils ont une hégémonie mondiale. On dit qu'aucun candidat à la présidence des États-Unis ne peut l'être s'il n'a pas reçu l'aval des militaires. Même Eisenhower s'est cassé les dents sur ce qu'on a appelé le complexe militaro-industriel. Exactement. D'ailleurs, il ne l'a fait qu'après avoir exercé sa présidence et être parti. Mais aussi longtemps que ça s'est joué, si je veux dire, entre les politiques, les militaires, je parle de l'américain, et les dirigeants des grandes entreprises, certes les grandes familles américaines, nées d'ailleurs du 19e siècle, avaient un pouvoir particulier, mais on pouvait considérer, d'autant que c'est un pays fédéral, l'Amérique comme une démocratie, mais à partir de, en gros, 1980, la montée du pouvoir financier, puis sa mondialisation, puis le pouvoir organisé de ces banques. Car nous savons maintenant qu'il y a entre ces grandes banques mondiales américaines et anglaises, c'est une question particulière, il y a, comment dire, une constatation permanente. Là, nous avons en Amérique une oligarchie financière, on s'en aperçoit d'ailleurs très bien à l'heure actuelle, c'est que les politiques n'ont absolument aucune action sur le secteur bancaire et financier américain et mondial. Voilà. Bon, ça veut dire que les élections servent à rien alors ?
Non, pas tout à fait, non, pas tout à fait, parce que de même... C'est un habillage, c'est-à-dire qu'on fait voter les gens parce qu'il faut rendre les choses présentables. Oui, vous connaissez le slogan de 1968, n'est-ce pas, ce qui était élection piège à con. Vous pensez que celui-là, il faut le réactualiser complètement? Non, je pense que toute position définitive est suspecte. Elle est même fausse, carrément fausse et partisane. Non, je pense d'une part que si effectivement dans tous les pays du monde c'est un régime oligarchique, avec effectivement 1% de la population qui détient les décisions importantes, la composition de ces oligarchies est différente. Vous avez des oligarchies purement militaires comme en Égypte, vous avez des oligarchies plutôt financières comme aux USA ou en Angleterre, vous avez des oligarchies plus politiques comme en France. La France a toujours, l'économique ça la concerne qu'à moitié, ou même qu'au quart, tandis que tout ce qui est politique passionne, à commencer par ma présence ici sur l'oligarchie. Et donc ces oligarchies sont différentes. Continuons l'énumération. La Chine, par exemple, c'est militaire, c'est... Ah non, la Chine, vous avez la question, oui, c'est une question d'autant plus importante qu'à mon avis, le modèle chinois va, en tant que modèle sociopolitique, s'opposer de front au modèle américain. Et que la grande bagarre à venir, c'est pas simplement une bagarre entre des monnaies, c'est une bagarre entre une oligarchie à la chinoise qui est indiscutablement, qui fait une part belle aux militaires et aux politiques, dans la mesure où les dirigeants des grandes entreprises, qu'elles soient financières ou non, d'ailleurs elles sont pour la plupart pas financières, sont choisis avec soin dans les milieux militaires ou politiques. Mais c'est une société dont l'économie est partiellement planifiée et où le pouvoir est essentiellement militaro-politique. Alors, j'ai noté dans votre biographie une sorte de contradiction, c'est ce qui est diffusé par Plon, votre éditeur, pour votre livre « Le règne des oligarchies ». Vous appartenez à la commission trilatérale. Alors, la commission trilatérale, c'est quelque chose d'un petit peu mystérieux, qui est souvent... Mais quand on regarde ce que c'est, au fond, c'est un organisme international, qui a été créé en 1973 par David Rockefeller, Henry Kissinger, d'autres personnalités de cet ordre. Au fond, c'est le type même de ce qu'on pourrait appeler une oligarchie. Alors, vous êtes une puissance régnante en quelque sorte, puisque de l'intérieur d'une oligarchie, vous expliquez l'aspect peut-être négatif ou inquiétant des oligarchies. Deux réponses. La première, l'oligarchie ne me paraît pas du tout inquiétante, ni... ça me paraît au contraire être le gouvernement naturel des hommes en communauté. Donc, je ne fais pas du tout une critique de l'oligarchie, d'autant, je viens de le dire, que ces oligarchies peuvent être de compositions différentes. Et pour répondre d'ailleurs à votre question sur les élections, que certaines sont plus démocratiques que d'autres. Je veux dire qu'elles font davantage la place à des décisions collectives. Je prends la Suisse où le référendum est quand même d'un exercice permanent, ainsi que vous venez de le rappeler, sur les armes. Donc, mais le modèle suisse, c'est pas la majorité du genre. Non, bien sûr que non. Mais je pense que de plus en plus, effectivement, les 4 catégories d'individus composant ce 1% exercent un pouvoir et qu'effectivement, ce qu'on appelle la démocratie est une espèce de leurre qui nous fait plaisir, parce que nous préférons nous dire tous les matins que nous avons quelques pouvoirs sur les décisions collectives et que nous vivons en démocratie plutôt qu'en oligarchie. Oui, mais enfin, regardez, excusez-moi, mais actuellement, bon, nous y reviendrons peut-être dans la deuxième partie du Grand Témoin tout à l'heure, à propos des révolutions arabes, mais si la démocratie n'est qu'un mythe, alors que cela soulève tout de même partout, depuis quelques jours, un grand enthousiasme, qu'il s'agisse de la Tunisie, qu'il s'agisse de l'Égypte, alors je vous vois sourire, est-ce que tout ça, c'est du média, c'est de l'habillage, c'est une espèce de cérémonie collective expiatoire, mais en réalité, ça ne change rien. Mais parce qu'au bout du compte, au total, ce seront toujours les mêmes qui dirigent, qui tirent les ficelles. Alors, on peut tirer les ficelles pour le bien d'autrui. En général, on tire les ficelles pour son propre bien. Mais bon. C'est rassurant de vous l'entendre dire. Ah non, mais ça me paraît évident. D'ailleurs, le grand principe de la religion catholique, puisque je suis une radio, devant Radio Notre-Dame, c'est quand même aimez-vous les uns les autres. Mais enfin, le Christ n'aurait pas fait de ce slogan, vous m'excuserez le terme, la présentation qu'il en a faite,
Et son slogan essentiel, si les hommes, naturellement, s'aimaient les uns les autres. Donc, en général, ils sont guidés par les intérêts. Ce que d'ailleurs, enfin, d'une certaine façon, la réforme a introduit dans le catholicisme. Mais je voudrais répondre à votre question sur la trilatérale. Oui, non, la trilatérale a été créée par Rockefeller et par Kissinger, que j'ai d'ailleurs revu à la télévision chez Bloomberg il y a pas longtemps, dans un but bien particulier, qui était d'ailleurs, Kissinger était un grand diplomate mondial, dans le but particulier de faire communiquer l'univers occidental et l'Asie. Je dois dire d'ailleurs que pour les Américains... C'était l'époque où Nixon faisait son premier voyage chez Mao Tse-tung. Voilà. Et j'ajoute que pour les Américains, l'univers occidental, c'est l'Amérique. Et de plus en plus, d'ailleurs, nous y reviendrons sans doute à d'autres propos. Je veux dire que pour les Américains... L'Europe, c'est pas très important. Non, qu'elle est de moins en moins importante. Donc c'était fait pour ça. Et c'était fait pour apprendre ce que j'ai vu d'ailleurs,